Eh bien, bonjour à toutes et à toutes. Je suis très heureuse d'introduire ce colloque. Je vérifie euh, que le son est bien fermé. Voilà. Je suis très heureuse d'introduire aujourd'hui ce colloque Eh sur la bien, virtuosité. bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'introduire Alors, ce colloque. Je vérifie que mon... Alors, bonjour à tous. Euh, Bien, bonjour à tous. J'attendais qu'on me donne le signal du départ. Donc, excusez-moi. Bon, je commence. Donc, j'ai eu un petit problème avec la chaîne YouTube que je suis censée dont je suis censée m'occuper en même temps. Alors, je suis très heureuse d'introduire ce colloque sur la virtuosité technique. Nous regrettons beaucoup, bien sûr, Pauline Chevalier, Jean-Marie Guélouette, Sigrid Mirabeau et moi-même, qu'il ne puisse avoir lieu physiquement à l'Institut national d'histoire de l'art. Nous remercions à ce sujet tous les intervenants et les répondants d'avoir maintenu leur participation et avoir accepté les ajustements qui ont été relatifs au passage à distance, raccourcissement du temps de parole, mais aussi changement d'horaire, parfois changement de jour. Au moment où nous avons appris que le colloque devait se tenir entièrement à distance, nous étions assez découragés et Pauline Chevalier a très habilement réussi à redéployer le programme sur 4 jours pour nous éviter de rester assis trop longtemps devant nos ordinateurs. Nous lui devons beaucoup. Je remercie aussi Mathilde Desbois et Marie Naka pour l'aide logistique qu'elles nous ont apportée au moment de la préparation du colloque et encore en ce moment, comme on l'a vu. Je voudrais juste, avant de donner la parole à Pauline Chevalier, qui nous dira l'intérêt que l'INHA porte à cette manifestation, puis à Jean-Marie Guillouette pour présenter Nicolas Sutor, dont la conférence va ouvrir ce colloque, dire quelques mots des raisons qui ont amené à organiser donc la manifestation. Premièrement, il s'agit d'un thème qui intéresse un large public. En 2018 et 2019 a été organisée à Paris, au musée du Quai Branly, une exposition qui portait sur l'art des paniers en bambou. L'exposition rassemblait des objets qui avaient pour caractéristique d'être le fruit d'une très grande habileté technique. Le succès de cette exposition, le catalogue a été très rapidement épuisé, témoigne de l'intérêt que le public porte aujourd'hui aux objets d'une grande technicité manuelle et aussi aux cultures qui accordent à l'artisanat un rang supérieur à celui qui est couramment donné en Occident. On pouvait lire dans l'Express au Japon, cet objet basique, donc le panier en bambou, est élevé au rang d'art, jusqu'au chef-d'œuvre parfois. Et ce pouvoir d'émerveillement et de captivation de l'habileté technique, décrit par l'anthropologue historien d'art Alfred Gell, a en définitive été assez peu étudié. Ni les historiens des techniques, ni les historiens de l'art n'ont examiné de manière large cette question. Les spécialistes des techniques, qu'ils soient historiens ou anthropologues, se sont finalement assez peu intéressés à la figure du virtuose ou des objets à la technicité hors du commun. Quant aux spécialistes de l'art, c'est surtout dans les domaines de la musique et de la danse qu'ils ont centré leur attention sur la virtuosité. Deuxièmement, le thème nous est apparu intéressant parce qu'il conduit à observer les frontières flottantes et relatives entre l'art et la technique, entre les artistes et les artisans. Le thème de la virtuosité amène à travailler sur des œuvres dont on peut se demander si elles sont artistiques ou techniques, s'il faut les examiner selon les critères d'appréciation de la technique ou de l'art. Des œuvres d'ailleurs qui mettent parfois mal à l'aise, comme les Noix de prière qui illustraient l'appel à communication ou les chefs-d'œuvre collectifs des communautés de métiers au XIXe siècle.
La virtuosité telle que nous l'entendons dans ce colloque ici, qui est l'attitude qui consiste à finalement imposer indiscrètement à l'attention l'acte de produire, ou pour le dire autrement, à mettre l'accent sur l'habileté d'exécution, à faire de la technique un but et non seulement un moyen, est une attitude qui n'est ni tout à fait technique, ni tout à fait artistique. Le technicien ou l'artisan est communément vu comme un praticien qui conçoit un objet dans le but de produire un résultat attendu, un objet qui fonctionne comme on s'attend à ce qu'il fonctionne. Or, lorsqu'il cherche la difficulté pour la difficulté, lorsqu'il accumule finalement les difficultés d'exécution gratuitement, il ne vise plus seulement à produire un effet attendu, il poursuit un but qui s'écarte de sa destination originale, il attire l'attention sur son habileté, sur sa manière de faire, et au fond, il se singularise et se comporte un peu, on pourrait dire en quelque sorte, en artiste. Quant à l'artiste qui accorde trop d'importance à l'exécution, on s'accorde à penser qu'il s'écarte de l'art. Trop d'art nuit à l'art lui-même, écrivait le théoricien de l'architecture et de la sculpture Quatremère de Quincy en 1788. Le thème, donc, ce faisant, conduit à réfléchir aux critères d'appréciation de l'art et de la technique, aux idées, aux notions qui ont construit au fil du temps et ces domaines et qui ont construit aussi à les séparer. Et d'ailleurs, nous entendrons dans le colloque plusieurs collègues qui discuteront des notions et du vocabulaire, d'ailleurs à commencer par l'évolution de cette notion de virtuosité et de virtuose. Troisièmement, le thème nous semblait propice à une étude collective parce qu'il est commun à plusieurs champs de l'histoire de l'art, architecture, peinture, sculpture, gravure, mais aussi ce que l'on appelait autrefois les arts décoratifs, parce qu'il intéresse à la fois les historiens, les anthropologues, les sociologues, les spécialistes des sciences cognitives. Néanmoins, à ce moment du colloque, je crois qu'il vaut la peine de remarquer que le thème est aussi assez difficile à cerner. Nous avons reçu beaucoup de propositions de communication qui portaient sur l'habileté technique et non sur la virtuosité. Et je crois qu'il est important de rappeler avant nos débats que le colloque ne porte pas sur l'habileté technique et le geste technique en général, mais sur une attitude qui consiste à mettre en scène l'acte de produire. Par ailleurs, je crois qu'il n'est pas inintéressant de remarquer que nous avons reçu beaucoup de propositions de communication de spécialistes de l'art, historiens et restaurateurs conservateurs, et très peu de communication de spécialistes des techniques. Pour être exact, plus de 30 communications d'historiens ou d'historiennes de l'art, 10 communications de restaurateurs conservateurs et 3 communications seulement d'historiens ou d'historiennes des techniques, alors que le geste technique est un thème ancien en histoire et en anthropologie des techniques. Il suffit de penser à la fameuse notion de technique du corps formulée par Marcel Mauss en 1934, et aussi aux tentatives de catégorisation et de représentation visuelle du couple geste-outil de son élève André Leroy-Gourhan. D'ailleurs, juste avant ce colloque, devait se tenir une journée d'études sur le geste technique qui a été reportée. Mais bon, nous aurons l'occasion, je l'espère, de discuter de ce point. Pour terminer, je voudrais bien sûr remercier les institutions qui ont soutenu ce colloque, l'Université de Nantes, l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, et bien sûr l'Institut national d'histoire de l'art qui accueille ce colloque, Pauline Chevalier et Sigrid Mirabeau en particulier, qui ont accueilli avec enthousiasme ce projet de colloque. Voilà, je passe la parole à Pauline Chevalier de l'Institut national d'histoire de l'art. Merci beaucoup Valérie, bonjour à tous. Alors, je voulais d'abord remercier tous les participants pour leur présence malgré les circonstances. Je me joins au remerciement de Valérie Nègre. Nous aurions tous aimé pouvoir nous retrouver sur place à l'Institut national d'histoire de l'art, bien entendu. Nous aurions aussi tous aimé vous y accueillir. Je crois que nous n'avons jamais autant souhaité fréquenter la Galerie Colbert et la salle Vasari, notre salle habituelle pour les colloques. Mais voilà, avant de dire quelques mots des circonstances, je voudrais aussi remercier très chaleureusement les initiateurs de ce colloque, donc Valérie Nègre et Jean-Marie Hillouette,
Ils sont venus nous voir à l'INHA alors que l'institution initiait un travail de mise en valeur, justement, des travaux sur l'histoire des techniques, sur la culture matérielle, sur une histoire technique de l'art. Et je dois dire que c'est avec grand plaisir que nous avons accueilli le projet qui répond aussi à une volonté de l'institution de rassembler des chercheurs issus du monde des musées, de la conservation, de la restauration, ce qui est quand même une dimension très importante, et du projet et des missions de l'institution. Alors je dois dire que la déception de ne pas pouvoir tenir cet événement sur place est d'autant plus grande puisque je pense que nous partageons tous un goût pour le contact direct avec les objets et les œuvres. Il y a quelque chose d'assez paradoxal à tenir, je pense, un tel colloque à distance, alors que les musées sont encore fermés en France, que l'université se vit par écran interposé. Il nous semble de plus en plus difficile de faire l'expérience de la distance sur la durée. Pourtant, nous ne pouvons pas repousser ou encore moins annuler, parce qu'on sait aussi combien la recherche continue à se faire par vous tous, par nous tous, et que ces échanges nous nourrissent et aident sans doute à avancer dans cette période troublée. Je vous renouvelle donc mes sincères remerciements au nom de l'INHA, au nom de l'institution, et notre reconnaissance aussi pour votre participation à ce colloque. Votre investissement pour tous les très beaux résumés que nous avons reçus et la souplesse qui était nécessaire afin de s'adapter à ce format en ligne. Donc, merci encore à tous. Je voulais aussi remercier nos collègues du service des manifestations qui assurent toute la logistique de mise en ligne, qui ont littéralement changé de profession en quelques mois. Donc, voilà, j'espère que ces conditions techniques permettront aux intervenants, aux participants et au public qui est de l'autre côté de la vidéo YouTube de profiter de ces temps d'échange et de réflexion. Et je vais laisser la parole à Jean-Marie Guillouette qui va présenter nos premiers intervenants de la matinée. Peut-être si je peux me permettre juste à ajouter, parce que je ne l'ai pas fait précédemment, rappeler en tout cas à tous les intervenants et tous les auditeurs que le colloque a lieu aujourd'hui, ce matin, uniquement jusqu'à 13h, que demain, il reprend toute la journée de 9h45 à 16h30, puis le samedi uniquement l'après-midi de 13h à 17h, et enfin le lundi matin uniquement de 9h à 13h. Voilà. La parole est à Jean-Marie. Oui, une très bonne précision, bien sûr, de la part de Valérie. Je ne vais pas m'attarder pour simplement rajouter une troisième couche de remerciements qui pourrait être la troisième, n'en est pas moins sincère, et remercier à la fois tous les participants, les personnes et les collègues et scientifiques qui nous ont envoyé des propositions et à partir desquelles nous avons pu, grâce au travail de Valérie, de Pauline et de Sigrid, élaborer ce programme dont on espère qu'il va fonctionner, que ça va créer une émulsion comme en cuisine et que les choses vont pouvoir fonctionner en dépit de la distance, en dépit de tout ça. Donc, merci encore à tous et soyez tous le bienvenu à cette discussion numérique. Sans plus attendre, je vais juste rappeler les modalités pratiques de notre discussion, puisque ce colloque s'ouvre par une conférence, une keynote speech, comme on peut dire, de Nicolas Suter, qui a aimablement accepté d'intervenir dans ce cadre, puisque, comme vous allez le voir, son travail touche directement à nos problématiques. À l'issue de cette intervention, nous aurons quelques minutes de questions qui seront ouvertes aux intervenants présents sur l'espace Zoom directement, de vive voix, mais aussi à ceux d'entre vous qui nous suivez sur la ligne YouTube, sur la chaîne YouTube, où vous avez la possibilité d'intervenir, c'est-à-dire de poser vos questions par écrit en clavardant. Ces questions seront relayées par Valérie qui surveille, qui ce matin va surveiller cet espace-là pour s'en faire le relais à l'issue de cette conférence. De la même manière, après chaque groupe de conférence, notamment ce matin, après que nous aurons entendu William Whitney et Thomas Goldsen, nous allons renouveler cette expérience avec des interventions et des questions que vous êtes en mesure de poser sur la chaîne YouTube.
Donc, je voudrais commencer par remercier et présenter en quelques mots très rapides Nicolas Sutor. Encore une fois, merci Nicolas d'avoir accepté d'intervenir. Nicolas qui enseigne l'art baroque, autant septentrional que méridional, et surtout la peinture et la sculpture à l'université Yale, à Yale University. Avant d'enseigner à Yale depuis 2015, elle a étudié l'histoire de l'art à Berlin, à Berne, Hambourg, Heidelberg, et Stanford aussi. Et comme enseignante, elle a connu un parcours académique international tout à fait remarquable à Princeton, à l'université de Harvard en 2017. J'espère que je n'oublie rien. Elle est là, comme vous allez le voir, parce que Nicolas pose notamment un regard sur le XVIIe siècle, à la fois avec une perspective d'amont et avec une perspective d'aval, c'est-à-dire depuis la Renaissance et depuis les Lumières, en quelque sorte, et en mobilisant notamment les esthétiques et les théories de l'art ancien, les théories anciennes de l'art, comme des cadres théoriques qu'elle confronte à nos propres cadres contemporains. Et c'est d'ailleurs dans cette perspective qu'elle s'est notamment intéressée à de la littérature artistique pour les XVIIe et XVIIIe siècles, dont elle a montré qu'elle était largement modelée par des phénomènes particulièrement picturaux. Et c'est dans cette perspective qu'elle a construit d'ailleurs récemment un projet de recherche qui s'intitule, en anglais c'est Metaphysics of Drawing, Trains of Thought and the Artist's Line, métaphysique du dessin, cheminement de la pensée et ligne de l'artiste, qui s'intéresse à la pratique du dessin au XVIIe siècle, c'est-à-dire les mécanismes de l'automatisation des processus de mouvement dans le dessin et ce qu'ils permettent de caractériser de l'écriture de l'artiste. Je laisserai Nicolas corriger si je résume ça mal. Et pour ce qui nous concerne, je citerai essentiellement son ouvrage Bravura, dont je m'abstiendrai de citer le titre allemand puisque je le parle très mal, qui a été publié à Munich en 2010 et surtout qui a connu une réception très enthousiaste et surtout qui vient d'être traduit en anglais, ce qui le rend peut-être un peu plus accessible. J'ai eu la chance de le recevoir, le voici. Merci encore Nicolas. Bravura, Virtuosity and Ambition in Early Modern European Painting, publié à Princeton tout dernièrement. Je crois qu'il est encore tout chaud sorti des presses. Sur ce terrain-là, Nicolas va donc nous parler aujourd'hui d'une pratique du dessin qui, indépendamment de toute fonction dans la production artistique, a une signification purement performative, en quelque sorte, d'une démonstration de virtuosité, cette prouesse qui consiste à dessiner une figure en une seule ligne continue. Dans les années 20, cette pratique a été utilisée par Pablo Picasso, mais elle en montre les traces jusqu'à son apparition dans l'atelier de Carracci, des Carracci antérieurement. Et justement, ce que Nicolas se propose de nous dire, cet exposé va commencer, je pense, par lire attentivement des dessins de ces artistes, le long qui utilisent cette ligne continue et qui déploient cette virtuosité. Et il va tenter de montrer le lien entre ces performances de dessin des Carracci et les lignées légendaires de l'excellence artistique depuis Appel et les modèles antiques, jusqu'à un retour sur la pratique de Picasso qui s'inscrit de manière tout à fait intéressante dans cette sorte de technique culturelle de la ligne virtuose, ici, qui vise à attirer l'attention du spectateur sur le tracé de la ligne elle-même et qui se situe donc sur cette ligne de crête, en quelque sorte, entre la précision mimétique et la reproduction et l'expression de l'intériorité artistique. Voilà, laissez-moi donc vous présenter, pour commencer, quelques mots sur William Whitney, qui vous fait le plaisir d'intervenir, qui est maître de conférence à l'Université de Paris-Sorbonne depuis, vous m'interrompez si je dis des erreurs, mais depuis 1997. Il est d'ailleurs responsable là-bas du master recherche sur la conservation et la restauration des biens culturels. Et il a réalisé une thèse sur d'ailleurs les aspects techniques de la technique picturale mise en œuvre dans les peintures de Jan van Eyck et à la cour de Bourgogne au XVe siècle. Et cela tout en ayant donc une expérience de praticien, puisque depuis 1986, il est intervenu sur plusieurs restaurations du Louvre, pas très loin de l'endroit où on aurait dû se trouver, sur le cycle Médicis de Rubens, je crois, sur le Diogène de Poussin même, ou même le couronnement de la Vierge de Tintoret.
C'est donc cette double compétence qui explique qu'il soit parmi nous et qu'il soit aussi membre actif, je crois, de la revue Techné. Et William Whitney va nous parler dans sa conférence qui s'appelle la virtuosité dans l'inachèvement au XVe siècle, l'intention à l'origine du geste technique. Il va nous conduire à examiner le lien entre cette excellence de la prouesse technique, la virtuosité et la démonstration de la vertu. C'est à la fois en mobilisant les tableaux eux-mêmes, comme on va le voir, je pense, mais aussi le corpus des textes savants contemporains, comme des textes de spiritualité, que William Whitney va tenter de mettre en évidence, ce qui, dans l'invention artistique et technique des peintres au XVe siècle, n'était pas dénué d'une intention morale, qui est celle que Thierry de Freiberg au XIIIe appelle l'auto-affection, je crois. Voilà, donc ce lien entre éthique et esthétique virtuose. Je vous laisse la parole, Thomas. William, pardon. Merci Jean-Marie. Je vais essayer de prendre l'écran. Voilà. Ça marche. Ouais, apparemment, à plein partir écran. du début. Normalement, ça arrive. C'est bon? Parfait pour moi, en tout cas. Très bien. Donc, merci à l'équipe d'avoir organisé et proposé ce beau sujet. Il m'a poussé à voir la technicité de Van Eyck sous un nouvel angle et m'a donné l'occasion de passer un peu de temps avec son beau tableau, La Sainte Barbe. Ma présentation ce matin va être divisée en 6 parties. Une courte introduction, le contexte scientifique autour de la réalisation du tableau, le contexte philosophique et spirituel à cette époque, le portrait du cardinal Albergati de Van Eyck, le Sainte Barbe de Van Eyck, suivi d'une courte conclusion. Voilà l'introduction. Le tableau à partir duquel je voudrais centrer cette communication est la Sainte Barbe de Jan van Eyck, qui est conservée au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers. Il est signé et daté sur le cadre d'origine. Johannes d'Eyck, Mephécite, 1437. Ce colloque m'offrait l'occasion de constater que les quelques sources contemporaines qui font référence au travail de Van Eyck n'utilisent pas le mot virtuosité pour le qualifier. Par exemple, le 2 août 1425, on peut lire dans les comptes de la recette générale des finances du duc de Bourgogne à Johannes d'Eyck, valet de chambre de peintre de mon dit seigneur, que de nouvelles celui, monseigneur, a retenu en son service pour cause de l'excellent ouvrage de son métier qu'il fait. À propos du geste technique au XVe siècle, il serait anachronique de parler de la virtuosité dans le sens actuel d'éclatant ou avec brio, car ce sens n'apparaît que 2 siècles plus tard. Néanmoins, le mot existe au siècle de Jan van Eyck sous différentes formes qui méritent notre attention. Vertueux, vertuo, vertueusement et virtuosité, mais toujours avec le sens de vertueux qui pratique la vertu, le bien, qui est mu par un idéal moral, qui est capable d'agir pour le bien. La vertu a été reconnue comme le principe, le pouvoir actif du bien. Ainsi, la virtuosité est l'éthique personnelle, individuelle, qui apporte l'équilibre et la bonne constitution à une société qui est, elle, collective. Et si plutôt que d'attirer l'attention à son art avec brio, Jan van Eyck avait cherché à attirer l'attention du spectateur discrètement, vertueusement. Si tel est le cas, par quelle prouesse technique y a-t-il parvenu? Donc voilà, j'aurais bien évoqué maintenant le contexte scientifique.
L'origine des recherches en optique au Moyen-Âge débute en Égypte. Ibn al-Haytham, dit Al-Hazen en Occident, s'illustre par ses travaux fondateurs dans le domaine de l'optique. Pour avoir fondé ses recherches expérimentales pleinement sur les mathématiques, il est considéré comme le pionnier de la méthode scientifique moderne. Un autre aspect original de sa méthodologie, qui en constitue la force d'influence conséquente, est le fait d'avoir prôné la division de l'étude de l'optique en deux parties distinctes. La projection de la lumière dans le monde de la nature et la perception de la lumière par l'homme, l'optique psychique. Voilà une illustration de son texte en arabe. Donc, il y a la projection de la lumière dans le monde, et ensuite, il y a la perception à partir de l'œil de l'homme, l'optique psychique. La simplicité de ce schéma est traîtresse, car scientifiquement, elle représente un premier pas vers une reconnaissance épistémologique de l'existence du monde cérébral. Donc, il y a le monde physique, mais aussi c'est la reconnaissance de ce monde sensible et cérébral. Je voudrais attirer votre attention que dès le Xe siècle, Al-Hazen a identifié 4 niveaux de perception. 2 de ces niveaux de perception sont liés aux yeux, 2 niveaux de ces perceptions sont liés au cerveau. Donc, il y a la perception oculaire, la perception connaissance intuitive intellectuelle, il y a la connaissance intuitive abstraite et l'application abstraite des connaissances. Approfondissant les démonstrations d'Al-Hazen concernant l'optique psychique, le franciscain Pierre de John Olivi, vers 1300, estime que les connaissances oculaires est passive. En revanche, l'activité de la vision se situe au niveau de l'application abstraite des connaissances, ce qu'il appelle actualis aspectus, de la vision actuelle. Donc, Thierry de Freyberg, ensuite, 1250-1310, l'histoire des sciences nous apprend que Thierry de Freyberg s'intéressait à la fois à la projection de la lumière et à la perception de la lumière, ou l'optique psychique. Concernant la projection de la lumière, il a donné l'explication correcte de la production de l'arc-en-ciel dans son livre De Iridae. La méthode scientifique de ce dominicain allemand marquait un tournant épistémologique profond. Le fait d'avoir réduit une situation complexe, le nuage sur lequel est produit le phénomène de l'arc-en-ciel, à son élément constitutif minimal, la gouttelette d'eau. Par la suite, dans son livre sur la mesure de Mensuris, Thierry démontre que chez l'homme, la faculté de représentation s'éprouve elle-même et que cette auto-affection de la représentation réalise un passage à la conscience. Déploiement originel, l'imagination pressent fugacement, subtilement, qu'elle n'est pas indivisible, percevant par là qu'elle est composée de matérialité et d'étendue, et qu'elle est ainsi capable de se dépasser dans l'agir. Cette faculté de représentation devient conventionnelle à travers les mathématiques et la géométrie. Ils servent de trait d'union entre le monde extérieur et le monde cérébral. Ils permettent d'évaluer l'étendue du dépassement de l'individu dans l'agir. Il revient à Thierry de Freyberg de nous apprendre que le dynamisme de l'intellect, l'auto-affection, ne pouvait être conçu par extrapolation à partir des réalités extramentales et qu'en lui, substance, opération et objet sont identiques. Ces recherches confirment la réalité épistémologique du monde psychique de la connaissance scientifique.
Ainsi, Thierry identifie l'élément constitutif minimal de la connaissance. Donc, dans son délire-idée, il s'intéresse à la projection de la lumière et il réduit l'arc-en-ciel à son élément constitutif minimal, la gouttelette d'eau. Et dans son démensuris, il s'intéresse à la perception de la lumière et l'auto-affection devient l'élément constitutif minimal de la connaissance, qui est à l'origine de la perception de la mesure. Donc, le résultat substantiel de ces recherches sur l'optique est qu'aux alentours de 1400 se rencontraient deux mondes réels, le monde physique de la nature et le monde psychique de la connaissance scientifique. Ça nous mène à la troisième partie, le contexte philosophique et spirituel. Donc, au début du XVe siècle, la spiritualité aux Pays-Bas comprend trois grands axes. Donc, la dévotion moderne, il y a l'école mystique rhéno-flamande et il y a le Docta Pietas de l'humanisme renaissant. Rusbrug le Vénérable a écrit « Dieu nous a mis sous les yeux et la nature et l'écriture, ainsi que toutes les créatures comme miroirs et exemplaires, afin que nous considérions et apprenions la façon de faire tourner toutes nos œuvres en actes de vertu. » Jean Gerson, doyen de la Sorbonne et proche de Philippe le Bon, écrit en 1417, 20 ans avant la Sainte Barbe, « Nous pouvons apprendre à transcender mentalement le visible vers l'invisible, le corporel vers le spirituel, telle est la fin de l'image. » Dans les conjectures de 1440, Nicolas de Cuse, aussi proche de Philippe le Bon, applique une méthodologie proche de celle de Thierry de Freiberg en réduisant une situation complexe à son élément minimal. Il prend acte de ce que la vérité est inaccessible à l'homme et que ce qui lui reste, c'est de se débattre avec une multiplicité de points de vue sur une même réalité, ces multiples points de vue se relativisant les uns les autres. Les conjectures s'efforcent par une méthode de synthèse de la multiplicité de points de vue de parvenir à une saisie symbolique de la vérité. Il écrit ainsi un procédé rationnel de la science appelé dialectique parvient à une certaine nécessité de raison. Or, la raison déploie cet art discursif unique dans une altérité à quatre termes. En effet, la raison dit que les quantités des proportions sont quatre, tout comme les modalités, les figures de raisonnement, les syllogismes, et ainsi de suite. La logique n'est pas autre chose que l'art où se déploie la puissance de la raison. Ceux en qui la raison est en toute sa force y excellent dès lors naturellement. Le syllogisme est un raisonnement logique mettant en relation au moins trois propositions. Deux ou plus d'entre elles, appelées prémices, conduisent à une conclusion. Les propositions peuvent être positives ou négatives. Dans le sens de Nicolas de Cuse, le syllogisme est le raisonnement à l'origine de la conversion. En résumé, l'optique scolastique exerçait un pouvoir considérable sur la vie intellectuelle au XIIIe, XIVe et XVe siècle. Pour les recherches sur l'évolution et l'élaboration des techniques et de la construction picturale au XVe siècle, l'influence de l'optique dans son ensemble ne peut plus être ignorée. Ce qui nous mène à un rapide regard au portrait du cardinal Albergati. Donc voici un dessin préparatoire, le portrait du cardinal Albergati par Van Eyck, sur papier, point d'argent sur papier, qui se trouve à Dresde. Il est intéressant de voir que Van Eyck a noté des couleurs. Il est impossible de voir dans cette diapositive, mais il y a des petites lignes d'écriture où Van Eyck note les couleurs. Il n'a pas fait référence aux pigments. Il n'a pas fait référence à l'équivalent des longueurs d'onde de l'époque. Il note les couleurs de manière relative à leur interprétation perceptive, rougeâtre, jaunâtre, bleuâtre, etc.
Il est intéressant de constater le soin et la précision avec lequel Van Eyck a transféré les lignes de dessin préparatoire au tableau final, parce que nous avons la chance d'avoir le tableau pour lequel le dessin a été réalisé. Et aussi de remarquer la relativité avec laquelle il fait référence à la perception des couleurs. Voilà le tableau final peint sur panneau de bois, chêne, qui se trouve à Vienne. Le portrait peint est 2,43 fois plus grand que le dessin préparatoire. Ici, on voit à gauche le dessin préparatoire sur papier, à droite, le dessin sous-jacent qui est visible sous la peinture, sous lumière infrarouge. De plus près, le dessin préparatoire et le dessin sous-jacent, on remarque la similarité des lignes. Il est intéressant de noter l'attention avec laquelle Van Eyck a transcrit trait pour trait les lignes de dessin préparatoire au dessin sous-jacent, malgré la différence d'échelle. Il fallait un système de report pour faire ça, très précis et très performant. Mais là, on dépasse un peu les contours de ce colloque, ce qui nous amène à la Sainte-Barbe. Donc, le Sainte-Barbe n'est pas un portrait. Donc, Van Eyck n'est pas en train de transférer l'image qu'il perçoit. C'est plutôt une composition, je dirais même un schéma pictural. Que voyons-nous? Donc, il y a Sainte-Barbe, premier plan. Il y a une tour gothique dans un paysage, le tout dessiné. Et en arrière-plan, le ciel en couleur bleu, dessiné, puis peint. Nous trouvons aussi dans la Sainte-Barbe de Van Eyck cette distinction entre l'existence physique de la nature et les lignes et les géométries de la création humaine. Par rapport à la structure profonde de l'univers, qui est d'ordre physique, chimique, biologique, etc., le monde culturel correspond, pour ainsi dire, à sa structure de surface. C'est d'autre part une structure discursive, car il se présente dans le cadre de leur sujet-objet. Il est l'énoncé construit par le sujet humain, ici Van Eyck, et déchiffrable par un deuxième sujet humain, le spectateur. Donc, il y a une partie nature qui nous montre, il y a une partie culture, partie nature qui est intimement liée à la physique, la culture des mathématiques, donc physique, couleur, atmosphère, mouvement, mathématiques, lignes, proportions et activité humaine. Regardons rapidement de plus près cette partie de la nature, couleur. C'est fantastique de près. On dirait un tableau en soi où on voit un envolé d'oiseaux et surtout la lune en effet décroissant. Cet effet, ce qu'il nous montre, il représente cette partie du tableau, la relation entre le Soleil, la Terre, la Lune et leurs déplacements respectifs. Il nous évoque aussi le mouvement de ces trois planètes. Il trace la partie éclairée de Lune avec un seul coup de pinceau. Mais ce qui est intéressant, avec un deuxième coup de pinceau, il nous dessine un demi-cercle. C'est un traitement physique et géométrique. Regardons rapidement la culture, l'ingéniosité humaine dans ce petit coin du tableau où on voit les tailleurs de pierre, on voit le responsable
du chantier avec son bâton de mesure. On voit également dans le paysage, ce paysage qui est taillé, travaillé par la main de l'homme. En résumé, Jan van Eyck travaillait selon les connaissances de l'optique les plus actuelles de son époque. Avec la Sainte Barbe, il nous montre comment ces procédés peuvent ajouter des sens à son œuvre. Une dernière considération, plusieurs historiens de l'art ont remarqué que le tour qui est en construction ressemble à le tour de la cathédrale de Cologne, qui était en construction à l'époque de Van Eyck. Voici une gravure de 1800 où la cathédrale était toujours en construction. Comparer rapidement. En revanche, on a laissé dans l'ombre le fait que la chartreuse de Cologne était dédiée à Saint Barbe. Il est important de mentionner les relations que certains penseurs entretenaient avec la chartreuse de Cologne, notamment Nicolas de Cuse ou Denis le Chartreux, tous deux influencés par Thierry de Freyberg, par exemple. Il est surprenant d'ailleurs qu'aucun historien, à ma connaissance, n'a fait le rapprochement entre ce tableau et le système syllogistique médiéval. Depuis le 5e siècle, les syllogismes sont désignés par des prénoms dont les voyelles indiquent les classes des propositions. Et justement, le premier des syllogismes s'appelait Barbara. Il se comprend comme ayant deux prémices et une conclusion affirmative et universelle. A, A. Donc, on pourrait envisager les trois prémices et conclusions, Sainte Barbe, sa tour et la nature. Et si les trois sont positifs et ensemble. Donc, conclusion. Il est possible que Van Eyck ait réalisé ce tableau pour montrer les traces de l'esquisse, mais surtout pour mettre en évidence le dessin où se trouve la conception même de l'artiste. En laissant son tableau ainsi, il met à nu la vision intime, l'aspectis actualis, le jugement hautement personnel et individuel à l'origine de l'acte de l'artiste. Ainsi, il est en accord avec Thierry de Freyberg. Comme puissance représentative, la vertu cogitative n'a pas d'intériorité. Sa place est à l'extérieur. Vu le contexte intellectuel contemporain, on peut suggérer que ce tableau était à la fois un manifeste de la maîtrise technique de l'artiste et une véritable invitation au spectateur d'exercer à travers son propre auto-affection sa propre vertu cogitative. Je voudrais proposer une hypothèse selon laquelle Van Eyck, en laissant apparaître ses intentions artistiques, auto-affection, à travers les étapes visibles de son travail, ses cogitationes, dont la Sainte Barbe, partageait avec prouesse un véritable témoignage vertueux de ce fondement absolu de l'apparaître. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, William, pour cette présentation qui nous a fait rentrer dans le détail du travail de Van Eyck. Il est prévu donc que les discussions sur les interventions soient regroupées en fin de deux séquences. Et donc, je vais laisser la parole tout de suite à Thomas Golsen, que l'on a déjà vu tout à l'heure, à qui je vais laisser la parole en rappelant simplement que Thomas enseigne lui à l'Université de Lille. Il a en même temps été professeur aux Beaux-Arts à Paris, à la Villa Arson, à Nice. On lui doit de nombreuses choses, notamment des expositions tout à fait remarquables qu'on a fait parler d'elle sur la bricologie, par exemple, avec un titre amusant, La souris et le perroquet, avec Burkhard Böheim et Sarah Tritz, sur les techniques des artistes contemporains aussi,
au Centre national de la Villa Arson, ainsi qu'une traduction des Pictura d'Alberti, d'où je pense la remarque précédente sur Alberti, des textes collectifs consacrés à l'anthropologie historique des images, des ouvrages sur l'art contemporain et sur l'histoire de la pensée technique, qui montrent toute la variété de ses perspectives, son champ de spécialité originel, à partir duquel il va en partie travailler aujourd'hui. C'est Carlo Crivelli, autour duquel Thomas a élaboré des réflexions portant sur l'ornementalité du Quattrocento italien, notamment dans un volume qui est paru au Pur en 2017, si je ne me trompe pas. Et en partant donc de ce territoire, le Quattrocento italien, Thomas Golsen va tenter aujourd'hui d'interroger les assignations de genre qui peuvent avoir entouré l'usage des pratiques et des discours sur la virtuosité artistique. C'est en le formulant par une question intrigante dans son titre, la virtuosité a-t-elle un genre, qu'il va vouloir nous montrer le rôle possible qui a pu être conféré à la virtuosité dans ces débats sur le genre de l'art, et plus précisément d'ailleurs, j'espère ne pas me tromper, sur le virilisme des canons de construction de l'histoire de l'art moderne. Et je lui cède immédiatement la parole. Merci encore, Thomas. Merci Jean-Marie, merci Valérie de l'invitation à ce colloque qui s'annonce vraiment passionnant. Je vais partager tout de suite mon écran. Mon PowerPoint est là. Hop. OK. Et c'est parti. Voilà, donc je vais effectivement parler… c'est bon ? C'est bon, ça y est, c'est bon. OK. Je vais parler effectivement du rapport au genre, à la virtuosité, tel que c'est formulé essentiellement dans les textes de théorie de la peinture en Italie au XVe et au XVIe siècle. Et je vais commencer tout de suite par Botticelli, qu'on n'associe pas forcément à la virilité aujourd'hui, mais plutôt au peintre de la grâce féminine. Notamment parce qu'il a peint lui-même le groupe des Trois Grâces qui est très célèbre. Mais alors, au XVe siècle, il était perçu très différemment et je vais vous citer un passage d'une lettre d'un ambassadeur du duc de Milan à Florence qui faisait un peu une sorte de mémo sur les meilleurs peintres qui étaient actifs à Florence à ce moment-là, parce que le duc voulait attirer des peintres pour décorer ses propriétés. Il avait déjà Léonard de Vinci à ses côtés. Et donc, entre autres, l'ambassadeur milanais parle de Botticelli et il dit ceci: Sandro Botticelli peint excellemment sur panneau et sur mur. Les choses qu'il fait ont un air viril et sont exécutées selon la méthode la meilleure et avec un sens complet de la proportion. Alors, bon, ce texte il a été beaucoup commenté, notamment par Michael Baxandall, mais aussi par beaucoup d'autres, et aussi par Daniel Arras plus récemment. Et Daniel Arras dit en substance que l'air dont parle ici l'ambassadeur, l'air c'est un peu l'équivalent pour le XVe siècle du style pour nous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui émane de la peinture, qui émane des figures, qui n'est pas circonscrit au visage, mais qui est une émanation plus générale et qui décrit une relation un peu mystérieuse qu'il y a entre le peintre et ses productions. C'est une relation qui a déjà été pensée au XIVe siècle par Pétrarque, qui dit qu'il y a un air de famille entre le poète et ses poésies. C'est quelque chose donc qui s'est perpétué dans le vocabulaire du Quattrocento. Bon, il y a d'autres acceptions de l'air, c'est un terme assez polysémique, mais disons que dans ce contexte-là, c'est plus le sens de style général, style individuel, disons, qui prédominerait. Et en ce qui concerne viril, Arras fait simplement le commentaire suivant, disant que ça fait référence à une certaine forme de sobriété dans les représentations de Botticelli, surtout à partir des années 1490, où il se rapproche du groupe de Savonarole. En fait, ici, Arras reprend les conclusions d'un spécialiste de Botticelli américain qui s'appelle Jonathan Nelson. Il a beaucoup étudié ce passage-là en allant chercher d'autres sources pour expliquer ce que c'était que la virilité dans ce contexte. Et Nelson donc fait remonter ce concept de la virilité
à l'Antiquité et en particulier aux textes de philosophie morale et politique de l'Antiquité romaine. Alors, par exemple, il cite un passage de l'institution oratoire de Quintilien dans lequel Quintilien associe la virilitas à la gravitas et décrit ainsi un type de discours qui serait plein de cette virilitas par opposition à un type de discours qui serait, entre guillemets, efféminé et qui serait faible. On trouve la même chose chez Sénèque, qui va lui aussi opposer un type d'expression énergique, virile, à un type d'expression plus mou. Et ça a toujours, dans ce sens-là, des connotations non seulement genrées, mais aussi des connotations morales. C'est quelque chose qu'on va retrouver au XIVe, au XVe siècle. Alors, on le retrouve par exemple chez Dante, qui parle de son style actuel dans le Convivio, dans sa période de maturité, comme étant plus viril que ses écrits de jeunesse, qui étaient plus passionnés. Donc la virilité ici est vraiment associée à une sorte de maîtrise, à cette gravitas dont parle Quintilien. Même chose, Pic de la Mirandole parle des poèmes de Laurent de Médicis, qui est son mécène, comme étant qui ont masculus et taurosus, donc viril et robuste, par opposition au poème de Pétrarque qui serait mou et tendre. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez Giorgio Vasari, qui parle du peintre et graveur flamand Michel Coxy, en disant qu'il a été célébré pour la gravité de son art et la virilité sévère de ses figures. Et donc, pour Nelson, le sens de l'air viril chez Botticelli devait sans doute faire allusion à une expression audacieuse, je cite Nelson, et pleine de force de la gravitas. Et il conclut son article en disant que sans doute il fallait penser que les images de Botticelli auxquelles pensait l'ambassadeur milanais ressemblaient plus au Saint-Augustin d'Onisanti qu'aux Trois Grâces du printemps. Alors, cette dernière remarque, je la trouve un peu dommage parce que ça a l'air de rabattre l'air viril sur un homme, sur la représentation d'un homme, Saint-Augustin. Alors qu'on a vu tout à l'heure que l'air, c'est le style de l'artiste. Donc, ça n'a pas de raison de s'incarner particulièrement dans des figures masculines. Et ici, ce qui est très frappant, enfin, ce qui est très net, c'est que la virilité, ce n'est pas les caractéristiques des hommes. C'est un trait de caractère, c'est un tempérament plutôt qu'on dirait, qui peut s'appliquer aux hommes et aux femmes, qui s'applique bien sûr dans les exemples que ces auteurs prennent majoritairement et plus naturellement aux hommes, mais il y a certaines femmes qui peuvent avoir aussi un tempérament viril. Alors, à mon avis, pour mieux comprendre cette question de l'air viril, c'est-à-dire d'un style viril, il faut introduire un autre terme qui était tout le temps associé à la virilité, et c'est là où je rentre dans le thème du colloque, qui est la virtus en italien. Et effectivement, depuis l'époque antique, romaine, on fait une association entre la virtus et être un homme au sens opposé à être une femme, c'est-à-dire le mot vir. Vir et virtus étant associés par exemple par Cicéron dans les Tusculanes. Alors, dans ce sens-là, la virtus romaine, c'est quoi? C'est d'abord une qualité de courage à la guerre, donc une qualité associée au contexte militaire. C'est le courage dans l'adversité, c'est ne pas avoir peur de la mort, ne pas avoir peur de la souffrance, et c'est aussi une qualité de contrôle de soi, justement parce qu'on maîtrise sa peur, mais on maîtrise aussi les autres. Donc là, la vertu dans ce sens-là, c'est la maîtrise de soi des autres, bien sûr la maîtrise des femmes dans le foyer conjugal, dans la familia, et c'est aussi la maîtrise des peuples quand il s'agit de parler de la vertu
du peuple romain en général. Donc, la vertu et la virilité sont tout le temps associées aux idées de contrôle, de domination et de maîtrise d'une manière générale. Il y a un texte de Sénèque aussi qui genrifie la vertu en disant que la vertu s'oppose au plaisir. Le plaisir est lié au bas-fond, au parfum, aux toilettes, à des tas de termes qui sont associés aux femmes, alors que la vertu, elle se montre en public et elle est honnête et elle est droite. Donc, c'est plutôt des qualités associées à la vie sociale masculine. Ces idées-là, on les retrouve dupliquées chez les humanistes du XVe siècle, chez Giannozzo Manetti, par exemple, chez Leon Battista Alberti. Le premier, il dit que Manetti dit dans un dialogue sur la mort de son fils, il dit que la première des vertus, c'est la force virile de résister à l'adversité. Et Alberti, dans son livre sur la famille, dit que la vertu aussi est virile et s'oppose carrément au vice féminin. Donc là, les choses sont parfaitement claires. Il n'y a que la vertu virile qui rend l'esprit libre, alors que les femmes sont en tout point inférieures aux hommes, sauf en matière de vice. À mon avis, ce sens moral de la virtus, qui vient donc essentiellement des références stoïciennes, il n'épuise pas toute la signification que les Italiens du Quattrocento et même que déjà les Romains associaient à la virtus. Il y a un autre sens qui est aussi très développé et qui étymologiquement ne la relie pas la virtus à vir, à l'homme, mais à vis, c'est-à-dire la force. Donc la virtus ici est plutôt liée à la puissance. Et ça, en fait, il faut remonter aux origines grecques de ce concept. Virtus étant en fait une traduction de arete en grec. C'est ce qu'on trouve très bien exprimé chez Aristote, notamment dans l'Éthique à Nicomaque, mais chez tous les auteurs grecs en fait. Arete, c'est lié à Aristos, donc c'est lié donc à l'idée d'être le meilleur, à l'excellence. Et donc, arete, c'est souvent traduit par vertu, mais aussi excellence ou compétence. Donc, l'arete, c'est la vertu des meilleurs. Ce qui est intéressant ici, dans ce sens très large, c'est que la vertu n'est pas l'arete n'est pas simplement liée à l'activité humaine, mais en fait, toute chose a son arete. L'œil, quand il fonctionne bien, quand il permet de voir loin, a sa propre arete. De la même façon, chaque objet, chaque chose qui a une activité, eh bien, accomplit son activité dans son arete. L'arete, c'est précisément l'accomplissement parfait de l'activité, du travail, finalement, de cette chose. Quand c'est appliqué à l'homme, eh bien, à l'être humain plus exactement, cette arete, donc on va reprendre le mot vertu au sens de force, au sens de puissance, elle se manifeste plus chez les auteurs romains et chez les auteurs italiens dans l'activité virile, cette fois-ci au sens de l'activité des hommes masculins, parce que l'homme est plus parfait que la femme. Et ça, c'est déjà une idée qui est exprimée chez Aristote. Il est plus fort, il lutte mieux contre ce qui entrave son exercice, son travail, il se maîtrise mieux, bref, il est plus la réalisation parfaite de ce que c'est qu'être humain. Et vous allez trouver des textes au XVe siècle qui vont développer encore cette idée de virtus comme force et comme force masculine, avec un caractère qui va devenir quasiment amoral. Donc, par exemple, chez Machiavel, dans Le Prince ou dans d'autres textes de Machiavel, la virtu est vraiment un concept cardinal.
Elle est très souvent associée à des idées qu'on n'associerait pas du tout à la vertu au sens moral, comme l'idée de bestialité. Il faut avoir une virtu bestiale, dit Machiavel dans certains passages du Prince, et il cite ici comme exemple Cesare Borgia. Il y a un autre passage qui est d'un sexisme incroyable, où Machiavel dit le principal problème en fait pour prendre le pouvoir et pour le maintenir, c'est les aléas de la fortune. Et il faut savoir lutter contre la fortune, maîtriser la fortune, et c'est ça la principale vertu en fait de l'homme d'État. Et il compare à ce moment-là la fortune à une femme, et il dit un homme vertueux, c'est un homme qui sait y faire avec les femmes, c'est-à-dire que quand il veut coucher avec elle, eh bien, il faut la battre, et ensuite elle accepte. Donc, il faut battre la fortune comme on bat sa femme pour pouvoir aller au lit avec elle. Ici, donc, la vertu est associée à la force virile brute, mais plus généralement, là je reprends les idées de Thierry Minissier, qui est un grand commentateur de Machiavel, il dit la vertu, c'est un supplément de force et c'est aussi une source d'innovation qui permet au prince, au condottiere, de se dépêtrer de situations impossibles, toujours en ayant le courage et les idées justes grâce à sa vertu pour s'en sortir. Alors, j'en viens à la distinction qui apparaît comme une distinction en français entre vertueux et virtuose, alors que l'italien ne connaît que le mot virtuoso. Et selon moi, en fait, ce qu'il y a dans ces deux sens de vertu ou de vertueux que j'ai indiqué précédemment, donc le sens plutôt stoïcien moral et le sens lié à l'exercice de la force, du courage, d'une certaine forme de violence virile, c'est ce qui prédispose ou ce qui préfigure cette distinction en français entre vertueux et virtuose. Et donc, selon moi, le caractère virtuose de la production de Botticelli, le caractère viril, on va le retrouver plus dans ce sens de la virtuosité comme force, comme puissance que j'ai indiqué il y a un instant. Le fait que les deux sens de la virtuosité existent au XVe siècle, on le voit dans de nombreux textes. Par exemple, chez Alberti, il y a un texte assez peu connu qui s'appelle De Ischia, où il dit que plein de gens appellent la vertu, dit que les gens sont vertueux, sont virtuosi à propos de plein de sujets différents. Il dit par exemple, celui-ci, entre autres vertus, fut citariste, peintre, architecte, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça peut être des activités vertueuses ou plutôt virtuoses. Mais lui, Alberti, comme il est quand même stoïcien, il dit, mais moi je préfère garder le sens de vertu traditionnel qui est celui de l'associer à l'expression d'une bonté. Donc être vertueux pour lui, c'est aimer la bonté et détester le vice. Un autre texte qui conforte cette idée que le sens de virtuose au sens de chercher l'excellence était connu et utilisé à cette époque, c'est un texte de Vincenzo Borghini, donc lui qui est un grand intellectuel italien, enfin florentin, ami de Vasari, et qui a beaucoup travaillé sur la peinture, sur la théorie de la peinture, mais là, c'est un texte sur la noblesse que je cite, dans lequel il dit ceci, la vertu, selon l'usage commun, est une notion très générale. Il semble que virtuoso et virtu s'appliquent à toute chose bonne associée à l'excellence, ce qui peut être le cas de nombreuses choses. Elles se montrent dans les affections de l'âme, dans la justice et autres notions morales, donc ça c'est le sens stoïcien, mais aussi dans les occupations de l'intellect, comme les sciences, et outre celle-ci, dans la pratique des choses. Et ainsi, on peut dire virtuoso, un homme chaste, un philosophe, un docteur, un architecte, un musicien. Se donner à la vertu signifie apprendre quelques arts de l'esprit, comme les lettres, la musique, etc.
Un autre texte très intéressant, c'est un texte de Giovanni Battista Lomazzo, donc dans son traité de la peinture en 1590, qui parle de Léonard de Vinci et de Raphaël comme deux virtuoses. Et pourquoi ils sont virtuoses? Parce que même s'ils étaient les meilleurs amis du monde, dans leur pratique artistique, en fait, ils étaient tout le temps en compétition, ils étaient tout le temps en rivalité. Et cette rivalité, cette compétition, les excitait l'un et l'autre à se dépasser. Il parle d'une douce émulation que aujourd'hui, dit Lomazzo, on ne connaît plus et il regrette ce temps de cette émulation qui forçait les peintres à se dépasser et à montrer leur excellence. Donc on voit le caractère violent ici de l'exercice de la vertu qui se manifeste dans ce sens de la compétition, ce caractère agonistique finalement de la relation sociale qui permet aux individus de manifester leur excellence. Alors, pourquoi est-ce que ce sens-là de la virtuosité, de virtuoso, s'est développé à cette époque? Là, je pense qu'il faut faire rapidement un tableau un peu plus général de l'évolution de la société et aussi des idées depuis peut-être le XIVe siècle en Italie. Et globalement, il y a une transformation sociale que je résume à grands traits avec un passage de la société féodale très hiérarchisée à une société qui est caractérisée par beaucoup plus de mobilité sociale, par la montée en puissance de la bourgeoisie, par le déclassement aussi des grandes familles nobles. Les magnats florentins et des autres villes d'Italie sont carrément exilés ou perdent leur pouvoir politique. Ça, Christiane Clapiche-Dubert l'a bien montré dans ses livres sur les magnats. Et en même temps que donc cet abandon de cette société hiérarchisée basée sur la noblesse ancienne, apparaît un nouveau concept de noblesse qui n'est plus lié à la famille, à l'appartenance à une famille ancienne, mais qui est lié à l'exercice de sa vertu individuelle. Et ça, vous le trouvez déjà chez Dante, vous le trouvez au XVe siècle, par exemple chez Poggio Bracciolini, dans son traité sur la noblesse, où il dit ceci, de l'âme, c'est-à-dire de la sagesse et de la vertu, nous devons tirer la noblesse, qui seule peut conduire les hommes à la gloire. Ensuite, il dit, les anciens appelaient nobilis, qui, pour une raison particulière, étaient connus et fameux, et même illustres, du fait d'une activité ou d'un art, et célébrés parmi ses contemporains. Et enfin, il dit, chacun est auteur et artisan de sa propre vertu et de sa propre noblesse. Donc, la noblesse, c'est prouver sa valeur, prouver sa vertu par ses propres efforts, par ses réalisations. Vous voyez que les humanistes du XVe siècle font tout le temps des allusions aux artisans, au domaine artisanal, du travail artisanal, parce que les artisans deviennent un peu les symboles dans la société de justement ceux qui vont prouver leur valeur par leur travail, et en particulier les peintres qui, comme on le sait depuis longtemps, réussissent progressivement à faire passer leur activité au rang d'art libéral. Alors, je conclus en revenant à Botticelli. Pourquoi est-ce que Botticelli, du coup, a un air viril? Précisément parce qu'il incarne aux yeux des Florentins et de l'ambassadeur milanais cet artisan qui manifeste son excellence, qui manifeste donc sa vertu et sa virilité à travers l'exercice de la compétition. L'ambassadeur milanais rappelle par exemple que Botticelli et les autres peintres ont participé au grand chantier de la chapelle Sixtine, qui était une sorte de mise en concurrence de tous les plus grands peintres florentins des années 1480. Il parle d'un autre décor fait par Botticelli, Signorelli, Filippino Lippi en concurrence. Donc, il y a vraiment cette idée de la concurrence qui est quelque chose auquel Botticelli participe complètement, auquel il adhère totalement. Il y a d'autres traits dans le travail de Botticelli qui permettent de comprendre pourquoi il était particulièrement considéré comme un peintre viril et donc virtuose. J'en cite juste trois.
Le premier trait, c'est le fait que Botticelli a une possibilité de prendre le contre-pied des traditions en matière d'invention, en matière de représentation de sujets. Par exemple, ici, il va prendre le couple formé par Mars et Vénus, mais au lieu de présenter Mars comme étant actif, comme on l'attendrait, et Vénus passive, là, c'est le contraire. Il montre Mars et Vénus après l'amour, où Mars est complètement affalé et où les petits satyres se moquent de lui en lui soufflant à travers une corne dans l'oreille pour le réveiller. Bon, il y a plein d'allusions sexuelles là-dedans, et c'est Vénus qui est en position ici de contrôle. Donc, Botticelli, son sens de l'invention originale, c'est une manifestation de son audace, une manifestation donc de sa vertu virile. Un autre point, c'est sa maîtrise du dessin. Son dessin que Warburg appelait un dessin d'orfèvre, un dessin qui est basé sur la ligne. Et ici, je rejoindrai les analyses de la ligne continue qu'on a très bien vu tout à l'heure, c'est-à-dire que Botticelli fait un usage de la ligne qui ne sert plus simplement à dénoter des contours, des objets, des choses comme ici des cheveux, mais la ligne prend une sorte d'indépendance ornementale qui manifeste dans une sorte de gratuité du geste, en fait, l'excellence dans le maniement de cet outil qui, comme vous le savez, va être particulièrement important chez les Florentins. Justement, ce caractère gratuit du dessin de Botticelli, c'est quelque chose qui va être critiqué par la suite, qui va être critiqué par Vasari, qui va lui préférer des peintres que l'ambassadeur milanais qualifiait comme étant plus doux, ayant un air doux, comme Perugino. Alors Perugino, ça va être exactement le contraire de Botticelli. Il fait des compositions qui sont absolument pas audacieuses, mais ultra traditionnelles. Il masque le dessin de contour justement pour donner à ces personnages un aspect plus naturel. Et c'est ça qui va finalement prédominer au XVIe siècle, notamment grâce à Raphaël, qui est l'élève de Perugino. Je vois qu'il y a des petits messages, peut-être qu'il faut que je conclue. Voilà. Et le dernier trait de style dont je parlerai à propos de Botticelli, c'est précisément qu'il a un style. Qu'il a un style très reconnaissable, contrairement à des peintres comme Perugino, dont Vasari et d'autres disent que eh bien, leur caractéristique, c'est d'adapter leur style en fonction de la commande. Et donc, eux ont eu plus de succès pendant plus longtemps que Signorelli, qui en fait, curieusement, alors que maintenant c'est une des grandes stars de la Renaissance, a très vite été démodé, même de son vivant, à partir de la génération de Raphaël dans les années 1505. Donc, je conclus en disant que si Botticelli a un air viril, c'est parce que se redéfinit la virtuosité comme l'exercice d'une excellence associée à cette virilité qui, dans le contexte social et intellectuel de l'époque, est liée à des valeurs de force, d'audace, de courage, et qui du coup exclut d'autres valeurs et rend très problématique l'exercice de la peinture pour les femmes. Et quand des femmes artistes vont être célèbres, eh bien, on va dire, les critiques d'art vont dire que eh bien, elles peignent comme des hommes ou elles peignent avec beaucoup de virilité. Et je vous finis cet exposé par Elisabetta Sirani, qui justement, dans toutes les critiques du XVIIe et du XVIIIe siècle, était considérée comme une femme peintre particulièrement virile. Je vous remercie de votre attention. Désolé si j'ai un peu dépassé mon temps. Merci Thomas, j'étais un petit peu pressé sur la fin avec c'est moi les messages qui t'ai envoyé ces messages pour qu'on réserve un peu de temps de discussion puisque le programme prévoit que Nicolas nous... excusez-moi, j'ai perdu ma page, ça tombe bien, juste au moment où j'ai besoin de parler, je perds ma page. Où êtes-vous?
je ne vous retrouve plus. Bon, vous m'entendez, que Nicolas intervienne et lance le débat et la discussion. Je crois que Pauline a par ailleurs aussi se ferait le relais d'une question qui avait été posée sur YouTube par Jérémy Coring, mais qui ne nous était pas parvenue. Donc, dans quel ordre? Je laisse à Pauline le soin d'intervenir et je laisse ensuite à Nicolas le soin de réagir sur ces deux premières interventions. Merci beaucoup. Et je voudrais bien, au début, merci pour ces deux riches contributions. Et je voudrais bien mettre en contexte les deux contributions et prendre cet argument sur la virilité. Et je pense que Thomas, c'est une bonne contribution pour le transgender, in fact, c'est le discours sur le transgender, parce que, comme vous avez montré, je veux dire que le sexe est quelque chose d'autre, alors les femmes peuvent aussi être virils dans ce sens. Et je voudrais bien mettre les liens entre cette conception de virilité et l'auto-affection, parce que les deux sont liés aux termes, aux catégories très complexes et très unclear de style, en fait. Et aussi, par exemple, le style de Van Eyck, la manière le medium, de dessin, c'est le point d'argent, n'est-ce pas, center point. Et ça, c'est intéressant. C'est aussi une technique virile. En ce sens, c'est pas possible de le corriger, comme le fresque, par exemple, la peinture de fresque est virile parce qu'on ne peut pas le corriger. Et aussi, il y a peut-être une auto-affection aussi dans la technique de Silverpoint, parce que c'est une réaction plutôt qu'une trace sur même. Il y a un rapport entre le fond et la trace qui produit la ligne. Et pour prendre les deux contributions ensemble, je voudrais bien aussi penser sur cette catégorie, l'auto-affection et la virilité au début. Peut-être on commence avec William. Oui, merci. Mais cette auto-affection, ce qui est intéressant, c'est la façon de gérer ses actes. Ce qui est intéressant avec le point d'argent que vous avez souligné, un dessin de point d'argent, on gère la trace, on trace, mais on ne le voit pas immédiatement, on voit à peine. Et donc, l'auto-affection, et peut-être pour une meilleure explication, 15 minutes, c'est court pour tout expliquer. Donc, l'auto-affection, Ferdinand de Saussure l'explique extrêmement bien. Lui, il en parle de l'auto-affection. Il dit, j'ai des pensées, et il demande à ses étudiants, est-ce que vous pensez que toutes les idées que j'ai en tête, j'ai déjà formulées en phrases? Et les étudiants disent bien sûr que non. Et l'auto-affection, c'est qu'on s'affecte l'autre, je m'écoute parler. Et je vérifie, donc j'affecte le spectateur ou l'auditeur. Et donc, je m'écoute comme si j'étais quelqu'un d'autre et je gère ce que j'entends. Pour Van Eyck, pour un dessinateur aussi, on gère la ligne et donc c'est cette gérance et ce n'est pas le résultat. Et donc avec le point d'argent, effectivement, on doit gérer son acte parfaitement. Et effectivement, ça apparaît avec le temps parce que l'argent s'oxyde. Donc c'est vraiment le dessin, merci Nicolas, le dessin à la pointe d'argent est réellement intimement lié, je dirais, à l'auto-affection. C'est-à-dire c'est vraiment le geste est sûr, Van Eyck fait le geste, on ne peut pas le reprendre, mais après on le voit réellement se réaliser plus tard avec le temps. Ça ne devient jamais noir, mais ça quel est le mot? Ça se développe presque comme une photo, enfin avec le temps. Et ça se révèle. Révèle, ouais, révélateur. Voilà.
Je ne sais pas si ça... Absolument, merci. Et Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette idée de transgender? Parce que répétant tous les discours sur la virilité, c'est toujours un peu difficile pour écouter, pour reproduire ce discours qui est lié à un autre temps, à une autre réalité sociale, mais en même temps aussi, à cette époque, il y avait des femmes aussi qui ont participé à la culture humaine. Et je pense ça c'est les points que l'auto-affection ou la virilité et la motivation et une énergie. Ça change dans le temps, la virilité change son aspect. Oui, bien sûr. C'est maîtrise de soi-même, sa violence, ça dépend du temps de la société, mais en même temps, c'est la motivation, c'est une énergie de la motivation. Et quand les femmes peuvent participer à cette culture, ils ont aussi cette force de virilité, n'est-ce pas? Et pour ça, je pense que peut-être ce discours peut être aussi une contribution à un discours sur le transgender. Oui, oui, tout à fait, merci. La virilité, elle a bien sûr une histoire, pas simplement au sens où les hommes changent, mais aussi, surtout au sens où le concept change de sens. Il y a eu une vingtaine d'années en français une histoire de la virilité dirigée par Georges Vigarello qui montrait bien ça. Et aujourd'hui, on parlerait plus de masculinité ou de masculinities. C'est plus développé dans le contexte anglophone d'ailleurs. Et de ce que j'ai pu en lire des débats actuels, des recherches actuelles sur les masculinités, en fait, la virilité m'apparaît comme une forme de masculinité possible. Et surtout cette virilité-là, celle qui prend forme dans ce contexte de l'Europe des débuts des temps modernes, qui est une virilité clairement hétérosexuelle, par exemple. Et donc, ça, c'est une chose aussi dont là, on n'a pas parlé, mais qui joue, bien sûr, dans les valeurs qui sont attachées à cette forme-là de virilité. Donc, vous parlez de transgender, et c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse dans la réflexion sur le genre, c'est précisément le fait que ça permet de parler et de la pratique artistique des femmes et de la pratique artistique des hommes. J'ai tenu à montrer quand même une œuvre d'une peintre, Elisabetta Sirani, à la fin, pour ne pas montrer que des artistes hommes, pour montrer qu'il y a aussi bien sûr des femmes, mais en même temps je trouve toujours parfois un peu limité le fait de dire bon, bah, la solution ça va être de parler des peintres femmes et que des peintres femmes. Alors, et on voit bien quand on lit Linda Nochlin par exemple que parfois en fait ce sont les mêmes stéréotypes qui sont appliqués aux peintres femmes qu'aux peintres hommes. Donc, il faut d'abord réfléchir sur ces stéréotypes-là pour essayer de changer en fait la manière de raconter l'histoire de l'art. Et il me semble que justement travailler sur le genre, sur la façon dont des concepts d'histoire de l'art comme le style ou la virtuosité sont genrés, ça permet justement de prendre conscience de choses qui nous paraissent assez évidentes, comme le fait que la virtuosité, c'est une forme d'audace, de brio, etc. Et que ce sont des valeurs viriles, alors que la virilité s'est construite justement de manière complètement culturelle, dans un contexte social particulier, etc. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, de ne pas du tout dire que les femmes aussi ont le droit d'être viriles ou ont le droit d'avoir de l'audace, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on associe très positivement les idées d'audace, d'invention, de brio, d'excellence, etc., à une position qui va être plus incarnée par les hommes. Et là, je n'ai pas du tout eu le temps de travailler là-dessus, et ce n'est pas non plus mon domaine chronologique, mais ce qui m'intéressait aussi de savoir, c'est pourquoi est-ce qu'à un certain moment, la chose va se reverser et être virtuose dans l'art, ça va être considéré comme plutôt négatif.
Et là, il me semble que quand on dit aujourd'hui d'un artiste que c'est un virtuose ou même, je ne sais pas si, voilà, Picasso, je ne sais pas s'il se considérait comme un virtuose ou si ça lui suffisait en tout cas. On voit bien que dans l'art moderne ou dans l'art contemporain, il manque quelque chose quand on dit juste qu'un artiste est virtuose. On dit Paganini, c'est un virtuose, mais ce n'est pas un grand compositeur. Et donc là, je trouve ça intéressant parce qu'il me semble que le lien entre virilité et virtuosité se dissocie dans la mesure où c'est quand même les hommes qui continuent à incarner la créativité. Donc c'est cette virilité de la créativité, de la création artistique, ne passe plus par la virtuosité, mais par d'autres valeurs. Et donc ça serait la suite de l'histoire à retracer. Et après, pour Van Eyck, là, en fait, je ne connais pas bien, moi, la littérature artistique flamande et donc ni la littérature intellectuelle, disons, non religieuse. Et j'aimerais bien savoir, effectivement, si les termes étaient pensés aussi en termes de virilité ou pas dans ce contexte nordique. Ah. Comme ça, d'emblée, je pose des questions. Moi, je n'ai pas connaissance, je n'ai pas la notion, mais je ne l'ai pas étudié, je n'ai pas regardé dans ce sens-là. Et moi, j'ai l'impression que peut-être moins, mais c'est vraiment très scientifique, c'est assez intéressant parce qu'il y a des... Au niveau religieux, les religieuses produisent autant que les religieux, les écrits. Au niveau scientifique, il y a peu, mais à mon avis, il y a encore des recherches à faire sur le XIIIe et XIVe siècle. Au niveau... Thierry de Freiberg n'était pas redécouverte qu'à partir de 1950. C'est quand même assez fou. Voilà. Donc, je crois qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire de ce côté-là. I would like to open the floor for other questions. Yes, I may have just une remarque, une question pour nourrir le débat très intéressant que Thomas a engagé là sur le rapport entre virilité et virtuosité. Je voulais juste signaler le cas, peut-être une petite information qui va nourrir, aller dans le sens de la démonstration. J'ai le souvenir, j'ai pas eu le temps de regarder là, bien que ça soit possible maintenant qu'on est en ligne, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Le souvenir de règlement de corporation, des corporations dans les règlements de corporation parisiennes, les cristalliers, la corporation des cristalliers parisiens, je crois que c'est dès le XIIIe siècle, hein, des Boileau. La corporation des cristalliers parisiens interdit aux femmes de prendre des apprentis en apprentissage, hommes ou femmes, au motif que le métier de cristallier est un métier trop subtil. Que le terme employé est on interdit aux femmes de prendre des apprentis au motif que ce métier est fort soutif, de mémoire. Et donc, vraisemblablement, on retrouve là cette naturalisation, en quelque sorte, de l'incapacité à réaliser quelque chose de virtuose, en fait, techniquement, artisanalement, qui conduit à les exclure de la transmission même du métier. Voilà, je voulais juste apporter cet élément qui va dans le sens d'une introduction d'un débat de genre sur cette question de la maîtrise technique. Et c'est très intéressant parce qu'au XIXe siècle et au XXe siècle, c'est exactement le contraire. On va associer le travail féminin aux choses de précision. Par exemple, à la manufacture de Sèvres, c'est eux qui vont apposer les dernières parties du décor, ce sont des femmes. Au contraire, on va dire que non, être artiste, c'est au contraire faire des grandes choses. Et donc là, il y a un renversement total. Oui, c'est intéressant. Merci beaucoup. J'aimerais poser une question, s'il y a encore le temps, à William Whitney. J'ai été très intéressée, évidemment, par votre présentation. Et je voulais vous demander une précision sur la Sainte-Barbe et la relation que vous avez faite
très nouvelle et intéressante avec le syllogisme. Vous nous disiez donc qu'ils sont désignés par une initiale, que le premier d'entre eux, c'est Barbara. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contenu et justement la relation possible avec cette œuvre? Ouais, juste, c'est encore balbutiant, enfin, c'est une partie récente de ma recherche, mais aussi le colloque m'a permis d'approfondir, me permettre de donner du temps. Mais il y avait plusieurs prénoms qui étaient donnés depuis le Moyen Âge, les prénoms donnés spécifiquement à différentes logiques, différentes démarches logiques, positives ou négatives, ou deux prémices positives qui donnent un résultat, une conclusion négative. Et c'est intéressant, je suis tombé dessus presque par hasard. C'est le syllogisme m'intéressait et je mettais de côté qu'il y avait ces prénoms. Et les prénoms, c'est réellement, la majorité des auteurs qui parlent de ces syllogismes disent que les prénoms n'ont pas de sens. Mais effectivement, je me demande si on n'a pas trouvé des sens à un certain moment par rapport à ces syllogismes. Mais c'est comme la logique grecque avec les modus ponens, modus tollens, une donnée positive qui donne un prémisse positif qui donne une conclusion négative. Mais par exemple, avec le Sainte-Barbe, ce que je peux dire, c'est que si c'est dans un contexte chrétien de Sainte-Barbe, l'histoire, la vérité de l'histoire, c'est que Sainte-Barbe était dans un pays sarrasin, non croyant. Donc l'idée, c'est qu'elle est croyante. Son père a dit, mais c'est pas possible. Elle voulait se marier avec, ou devenir une bonne sœur, ou se marier avec un chrétien. Le père a dit non, non, non. Il l'enferme dans une tour. Et l'idée, c'est qu'elle s'échappe et tout ça. Donc, ce n'est pas une tour religieuse. Cette tour, ce serait une tour moyen-orientale, haute. Et donc, Van Eyck, la vérité de l'histoire, il est en dehors d'un récit historique, il est dans un récit d'actes chrétiens. Elle dit non, et elle s'échappe de sa tour. Et donc, il nous montre une certaine interprétation, il montre Sainte-Barbe qui est croyante, qui est un individu qui représente comme en tant que... elle est tuée, comme le mot, elle est martyr, merci. Sainte martyr, merci. Et il montre une tour cette tour représente la chrétienté aussi. C'est une tour d'une cathédrale, donc c'est une construction humaine. Donc il y a un individu, il y a cette construction humaine, et espérant et la croyance de l'époque, c'était la nature qu'on a vu avec Reussbach, la nature en soi, et nous montre le chemin vers Dieu, cette conversion vers Dieu. Donc, on a trois niveaux, l'individu, la collectivité et la nature. Donc, Van Eyck, et on a une tendance à le regarder et chercher une réalité, de dire, oh, c'est tellement réaliste. C'est tout sauf réaliste, ce tableau. Il y a la Sainte-Barbe qui est assise sur genre, on ne sait quoi, avec sa tour qui n'est même pas historique parce que c'est une tour contemporaine, mais une tour religieuse, catholique ou chrétienne, et cette nature, et il fait ce lien entre son récit et la nature qu'il montre, je ne sais pas si c'est clair, d'une façon physique, naturelle, avec le ciel bleu, la lune, etc. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. En partie. On peut en discuter plus longuement, mais merci pour la question de votre intérêt. Pauline, vous voulez dire quelque chose? Oh non. Non. Oui, mais il y avait une question que je voulais relayer, une question de Jérémy Curing qui n'est pas sans lien avec ce qui vient d'être discuté, mais qui vous était surtout adressé, Nicolas. On l'a eu, voilà, il y a un petit souci, on l'a eu un petit peu tard. Voilà la question de Jérémy Curing. Il dit, si l'on pense à la pratique du dessin à l'aveugle, donc en lien avec la ligne continue, si l'on pense à la pratique du dessin à l'aveugle qui se fait souvent sans lever la main, cette manière de faire peut-elle apporter quelque chose à la notion de virtuosité, au sens où elle témoignerait d'une virtuosité intérieure, complétant l'expression extérieure de la vertu de l'artiste? Voilà la question que je me suis permis de lire. C'est
Et je voudrais bien prendre cette part de question et aussi pusher, parce que ce tableau est inachevé, mais en même temps, il est achevé, n'est-ce pas? Et je pense que c'est intéressant qu'il a aussi fait cette référence à la cathédrale qui a achevé. Et alors, la nature, c'est vraiment seulement dans des apparences de la lumière au ciel. Là, c'est la matérialisation de l'image, mais il reste un dessin, n'est-ce pas? Oui, mais ce qui est intéressant, on dit que c'est inachevé, mais moi j'ai du mal. Enfin, j'ai utilisé le mot inachevé. Enfin, mais il signe et il date. Et il dit, Van Eyck me fait site. Enfin, donc c'est un tout. C'est pour ça que j'ai dit, c'est plutôt un schéma pictural enfin, qu'un tableau de chevalet. Enfin, c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir aussi notre perception de ce que, enfin, les statuts des œuvres. Parce que Van Eyck, il signe et il date. C'est dans son cadre. Enfin, le cadre est peint. Le dos du tableau est peint en fausse pierre. Enfin, donc, quelque part, enfin, le message est achevé. C'est juste, il n'y a pas une consistance de matérialité. C'est-à-dire, il varie justement le traitement volontairement. Et moi, je crois que c'est pour attirer l'attention sur le parti dessin et aussi le parti naturel où, effectivement, il y a la lumière, il y a la couleur, mais la couleur qu'on maîtrise moins bien que la ligne. Enfin, la ligne, c'est l'homme, on peut le mesurer, etc. D'où cette importance aussi de l'auto-affection. On peut contrôler enfin, sa ligne, mais contrôler la couleur est lumière. Et cette explication de l'arc-en-ciel nous indique aussi, c'est extrêmement important, c'est que le couleur n'est pas dans les pigments, ce n'est pas dans la matérialité, c'est dans la lumière. Donc on est sujette à cette force de la lumière. Enfin, donc je ne sais pas si ça... Moi j'avais une remarque par rapport aux différentes communications de ce matin, qui finalement renvoient à la question des types ou des formes de virtuosité, puisqu'on a évoqué avec la communication de Nicolas des formes qui sont liées à la facilité, à l'agilité, à la rapidité par exemple. Il y en a d'autres qui sont liées à la précision, qu'on vient d'évoquer et qui, à une certaine époque, peuvent être attribuées à des femmes. Mais il y a aussi, par exemple, une figure qui est celle du caché et du vu, des objets qui peuvent avoir une apparence et puis qui, finalement, sont de nature différente, une sorte de transformation de la matière ou de transformation de l'objet lui-même. Donc, différentes formes de virtuosité. Alors, on peut discuter, comme on l'a fait, est-ce qu'elles sont plutôt attribuées à des hommes ou à des femmes, et selon les époques, probablement, ça pourrait être intéressant de suivre ça, certaines de ces figures. Mais je me demandais si la limite de ça n'est pas qu'au fond, ça peut varier selon les arts, ça peut varier selon, évidemment, les périodes, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, là, Thomas, vous l'étudiez évidemment à partir des écrits savants, on pourrait dire, donc c'est une vision, mais au fond, qu'est-ce que ce serait la vision, Jean-Marie a évoqué l'incorporation des cristalliers, donc là on a encore un autre domaine qui peut avoir ses propres codes, et je trouve la difficulté est de développer un discours général en fait sur cette question, et l'hypothèse pourrait être que peut-être qu'il y a aussi différentes manières de considérer la virtuosité selon les arts et puis bien sûr selon les domaines. Je peux répondre alors? Oui, la difficulté, c'est bien ça. Moi, j'ai essayé de ne pas être trop général, justement, mais de m'en tenir à un registre de discours, à un endroit, à un moment où il me semble que ça marche, qu'il y a suffisamment de cohérence entre les pratiques et les discours pour qu'on puisse dire qu'effectivement, à ce moment-là, il y a une convergence, disons. Après, là où il faudrait
continuer à travailler, c'est d'aborder ça de manière plus transversale et de regarder effectivement dans le détail chez les cristalliers, est-ce que c'est la même chose, est-ce que ce sont les mêmes valeurs qui sont partagées finalement que chez les peintres ou chez les intellectuels florentins. Là, effectivement, ça oblige à continuer la recherche pour pouvoir généraliser plus par accumulation finalement. Étant donné que, à mon avis, le sens de la virilité change et que ce sont des valeurs très contextuelles, de toute façon, elles n'ont pas vocation à être générales. Et il faut à chaque fois les reconfigurer dans leur contexte pour comprendre pourquoi est-ce que dans ces contextes-là, la virilité est associée à telle ou telle chose et peut ou pas être associée aussi à des pratiques réelles, à des pratiques artistiques, et pas forcément à toutes les pratiques artistiques non plus. J'essaye pas du tout de faire une théorie en surplomb qui va ensuite s'appliquer, disons, au champ pratique, mais plutôt de voir s'il peut y avoir, sous quelles conditions il y a une rencontre entre ces pratiques et ces théories. Mais les théories elles-mêmes, elles doivent être historicisées. Merci beaucoup. Peut-être, la question, je reviens sur la question de Jeremy Coring que Pauline a postée, qui s'adresse plus spécifiquement à Nicolas Sutor, si elle veut réagir dessus. Et sauf s'il y a une autre question en ligne sur YouTube ou bien sur le Zoom, je vous propose, avec votre autorisation, de passer aux deux dernières conférences de cette matinée. Nicolas, est-ce que vous voulez réagir? Vous avez des réflexions sur la question de Jérémy? Oui, une question, excusez-moi, Pauline. Pauline pose une vraie question pratique. Peut-on faire 5 minutes de pause? On va peut-être faire 5 minutes de pause si vous le voulez. Après la réponse de Nicolas Sutter, je vous donnerai rendez-vous pour se retrouver pour les 2 dernières conférences. Nicolas. Alors, excuse-moi, je n'ai pas compris sur... Est-ce que tu veux répondre à la question que Jeremy Coring a posée à propos du dessin à l'aveugle, qui se fait souvent sans lever la main, de manière Oui, ça c'est intéressant parce que l'aveugle, il y a beaucoup aussi, à la Renaissance, par exemple, aussi Léonard et d'autres on dit qu'il faut faire des dessins dans la nuit. Et aussi dans la tête, de retracer les lignes qui ont étudié pendant la journée. Et là, je pense que c'est intéressant parce que il y a une connexion avec un travail mental, en fait. Et je pense aussi, William, c'était un aspect qui était part de cette auto-affection. Et ça devient aussi une pratique de virtuosité. Une pratique que montre qu'il y a une certaine routine. Il y a aussi le pensée de la main, en fait, qui peut montrer une certaine manière de penser dans une manière très, très technique. Mais en même temps, il y a aussi des artistes qui ont dit il faut pas voir qu'est-ce qu'on dessine pour rester connecté avec l'image intérieure. Pour pas être guidé de les traces qu'on fait. Et je trouve Pauline, c'est un très très bon point parce que l'aveugle, c'est vraiment aussi cette tightrope, c'est vraiment aussi cette point de success and failure. Oui.
Mais je dans les pense gestes. que c'est un rapport avec auto-affection, n'est-ce pas? Pauline, vous avez répondu à William, où cette question était à William, c'est cet aspect d'auto-affection, que quelque chose apparaît. Alors, ça c'est aussi une autre chose, que je fais une signe et avec un certain temps, ça apparaît. Mais je pense aussi qu'il est intéressant qu'il y a dans l'éducation, dans l'éducation artistique, il y a cette méthode de faire des dessins blind pour pour préciser le dessin dans la main ou préciser le dessin mental. Est-ce que j'ai répondu à Pauline? Je pense que ça a prolongé et nourri la réflexion que Jérémy a voulu initier par sa question. Donc, je pense que ce sera de toute façon, vous aurez de toute façon la possibilité de prolonger cette discussion avec lui ou avec nous ultérieurement. Merci encore. Sauf si quelqu'un veut intervenir, je vous propose à tous. Il est 11h53, nous avons quelques minutes de retard, mais rien de bien grave, de prendre malgré tout quelques minutes, 5 bonnes minutes de pause, qui fera du bien à tout le monde, de regarder autre chose que son écran. Ça fait que nous reprendrons un peu plus de 5 minutes, nous reprendrons pour faire simple à 12h, à midi, pour les deux dernières communications, les deux communications suivantes sur la musique. Vous laissez les caméras ouvertes ainsi que... fermez pas vos caméras si vous le voulez bien. Par contre, fermez vos micros parce que tout ce que vos micros enregistrent sera diffusé sur YouTube si vous faites de la musique chez vous, vous lancez une boom, ce sera diffusé en direct sur YouTube. Donc, coupez vos micros, mais laissez vos caméras ouvertes et nous nous retrouvons à midi. À tout de suite dans 7 minutes maintenant, dans 6 minutes maintenant. À tout de suite.